Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREMIERE partie. Expose de la PR au BLEMATIQUE et travaux de terrain. Introduction à la première partie. La première partie consistera à présenter le Rwanda de 1898 à 1994, son évolution sommaire et les contraintes des différents acteurs ayant eu à décider du sort de la population. Cette partie présente les différents événements successifs qui ont marqué le Rwanda, en passant par l'avènement de la vache, symbole de richesse et noyau de la culture royale. La vache représente également l'objet essentiel de la féodalité autour duquel se nouent interactions et stratégies des acteurs traduisant parfois, par leur comportement, des règles implicites de la société rwandaise. Son rôle dans la hiérarchisation sociale a suscité des clivages ethniques, car ceux qui possédaient une vache étaient plus considérés dans la société que ceux qui n'en avaient pas, ce qui entraîna une lutte acharnée pour en posséder au moins une. On a aussi pu constater une fraternité de façade dans le but de gagner la confiance de l'autre par l'échange de sang, etc. Tout ceci n'empêchera pas le déchirement de la société rwandaise par la haine et la jalousie. Ces groupes sociaux, c'est-à-dire les Hutus, Tutsis et Twa, ne constitueront jamais un seul groupe de cohésion sociale. Je tenterai dans cette première partie de mettre en lumière l'origine des différences inter-rwandaises, à savoir la soif du pouvoir, quel que soit le prix à payer pour y accéder. Les conflits, basés sur des construits identitaires et sur l'arrogance des seigneurs envers les serfs, conduiront à la désintégration sociale jusqu'au sacrifice des vies humaines. Une question principale sera formulée afin de mieux guider la recherche et pour tenter d'apporter une réponse à l'aide d'un questionnaire adéquat. De même, une hypothèse principale de recherche sera posée. De cette idée directrice, seront déclinées 6 sous-hypothèses alors considérées comme des réponses anticipées à la question centrale. Afin de cheminer vers un but bien précis et arriver à des résultats fiables, j'engagerai une méthodologie de recherche qui rendra compte de la réalité tant anthropologique que sociologique du terrain. Je pourrai alors vérifier les hypothèses grâce aux enquêtes de terrain instrumentalisées et formalisées par 2 méthodes bien spécifiques, connues sous les vocables hypothético-déductive et inductive. Ces 2 méthodes sont considérées comme les plus fiables dans la collecte des données et leur traitement. Les entretiens seront ainsi établis et analysés. Les résultats obtenus me permettront de juger de la pertinence de la problématique. Des écarts thématiques insignifiants souligneront la clarté de la question centrale et de l'hypothèse principale de recherche. De plus, si l'état de l'art confirme la véracité des résultats, je pourrai émettre des conclusions et préconisations constructives capables de contribuer aux mutations culturelles de la société rwandaise et de ses différents acteurs. Plusieurs chercheurs anthropologues comme Jacques-Jérôme Mackay, 1954, et Jane Vansina, 1988-2001, ont conduit des travaux sur le Rwanda tant traditionnel que moderne, mais leurs ouvrages n'ont pas abordé le problème de fond rwandais, celui des règles implicites. Pour ma part, j'ai essayé de descendre au fond de la mine et creuser afin de mieux appréhender l'origine des règles implicites et le mépris interethnique au Rwanda. Le volet de la haine Hutu-Tutsi a été oublié alors qu'il constitue l'une des principales raisons de leur lutte effrénée pour le pouvoir politique. Dans les pages qui suivent, concernant les travaux de terrain, mes informateurs soulignent le fait que la haine inter-rwandaise est le vrai handicap au développement social et politico-économique. Il ressort de cette recherche que cette haine est la résultante de 2 faits. Un système féodal hiérarchisé, d'une part, dans lequel la domination d'un groupe sur un autre provoque des frustrations. D'autre part, une complicité entre l'autorité locale Tutsi et les Occidentaux pour faire taire les Hutus. Il s'agissait d'une coalition dictatoriale Tutsi blanc contre une masse populaire à exploiter pour les intérêts de la métropole belge. L'issue des règles implicites et de la haine connexe doit se trouver dans une concertation libre où les 2 acteurs locaux se disent tout, afin de dépasser les différences du passé. Néanmoins, la rupture sociale s'est amplifiée avec les récents événements qui ont trempé le pays dans un bain de sang, créant ainsi un fossé relationnel entre les Rwandais. Cette première partie se veut une analyse approfondie pour les futures générations, afin d'éviter qu'une telle horreur se reproduise. MODELE de questionnaire. Selon vous,
L'appartenance ethnique, les représentations mentales et le mépris des uns pour les autres ont-ils contribué aux mauvaises relations Hutu-Tutsi de 1898 à 1959 ? Pourquoi ? Selon vous, la venue des Occidentaux au Rwanda de 1898 à 1962 a-t-elle contribué aux mutations culturelles ? Si oui ou non, comment ? L'Église catholique a-t-elle, selon vous, joué un rôle partial ou impartial dans la vie sociale rwandaise de 1900 à 1994 ? Les pouvoirs Tutsi et Hutu ont été caractérisés par une méfiance interethnique. Pensez-vous qu'une démocratie véritable et adaptée aux réalités rwandaises allait résoudre le problème de l'accaparement du pouvoir par les uns ou par les autres ? Les institutions informelles au Kenya contribuent à l'emploi et peuvent garantir la survie de ceux qui les gèrent. Pensez-vous que le marché de Gakinjiro, au Rwanda, allait permettre aux artisans de faire des économies ? Que pensez-vous du rôle joué par Ijitanda, la bière dessous le lit, comme barre informelle dans l'économie nationale et dans la vie politique des consommateurs ? Selon vous, les institutions formelles du type TRAFIPRO ont-elles été porteuses de développement économique ? Si oui ou non, comment ? Chapitre 1. Ouverture à la PROBLEM, ATIQUE. Dans le suicide, pop.site page 170 à 171. Durkheim cité par Marcel Fournier, 1998, tient pour une loi générale le fait que les minorités s'efforcent d'être supérieures en savoir aux populations qui les entourent. Le juif cherche donc à s'instruire, non pour remplacer par des notions réfléchies ses préjugés collectifs, mais simplement pour être mieux armé dans la lutte. C'est pour lui un moyen de compenser la situation désavantageuse que lui fait l'opinion et parfois, la loi. Le Rwanda est un pays méconnu, avant l'arrivée des Allemands en 1898. Les habitants vivent sur les collines et les plateaux de manière dispersée et ont leur mode de vie propre. Leur habitat traditionnel est de forme circulaire, recouvert de paille. Le pays est centralisé et le pouvoir aux mains du monarque Muzinga V et de la reine-mère Kanjojra. Le tambour Kalinga, symbole emblématique mythique, occupe une place centrale dans la gouvernance du royaume du Rwanda. Le pays est régi par un code ésotérique Ubwiru, dont seuls les élitistes de la cour royale détiennent le secret. Il me semble indispensable d'étudier le Rwanda de 1898 à 1994, parce que personne n'a donné les vraies raisons de son sous-développement social et politico-économique. Or, il est manifestement difficile de développer un pays divisé où la haine entre les ethnies est séculaire et sans issue. Elle est ancrée dans le comportement rwandais, où cognition et représentation mentale coexistent dans une relation réciproque régie par des règles implicites. Celles-ci prennent corps dans un système de gouvernance hiérarchisé et archaïque, issu des pratiques de classe sociale où seigneurs et serfs ont des rapports inégaux. Tout d'abord, les seigneurs Tutsi détiennent le pouvoir tandis que la plèbe Hutu exécute les travaux à leur profit afin de ne pas subir de mauvais traitements. Si les Hutus refusaient de travailler gratuitement pour les Tutsis, ceux-ci étaient en mesure de les persécuter, voire de les contraindre à émigrer comme ce fut le cas pour les habitants de Rwenzori qui se sont établis en Ouganda voisin. Ces deux acteurs sociaux coexistent mais se haïssent puisque les uns exploitent les autres. Non seulement les seigneurs Tutsi haïssent la plèbe Hutu mais encore ils la maltraitent tout en l'exploitant. Cependant cette plèbe n'accepte ni d'être dénigrée, ni d'être exploitée et corvéable à merci. Section 1. La vache et le pacte de sang, comme objet de FEODALITE et d'INTEGRATION. Après l'arrivée des Tutsis, l'objet culturel central dans les représentations mentales de chaque groupe racial devient la vache, symbole de richesse. En effet, les seigneurs Tutsis sont éleveurs alors que les Hutus sont agriculteurs. Afin de concilier agriculture et élevage, les Hutus cherchent à posséder la vache en établissant des contrats implicites avec les Tutsis, éleveurs. Ces contrats concernent des prestations que les clients doivent aux seigneurs. Ceux-ci, satisfaits, les reconnaissent en cédant un bovin. L'élevage bovin contribue à accroître la production agricole par le fumier qu'il donne, et permet aussi de monter dans l'échelle sociale. Pour Bernard Lugan, 1997, la vache, Inca, et le bétail étaient originellement élevés par les Tutsis à qui ils appartenaient de droit divin.
La vache avait un rôle social avant tout. Elle donnait à peine 1 litre de lait par jour, elle était maigre pour la boucherie. Sa peau était encore ce qu'elle léguait de plus précieux. Par contre, il existait des liaisons mystiques entre l'homme et la vache. Une véritable civilisation de la vache s'était instaurée sous l'égide des Ramis, souverains Tutsis du Rwanda, qui avaient chacun un double mystique, un taureau sacré vivant à la cour. Cette civilisation reposait sur 2 éléments, le prestige social, le pouvoir du possesseur de bétail d'une part et l'amour de la vache d'autre part. Ainsi, les canons de beauté étaient parfois inspirés par des bovins, et les femmes souvent comparées à certaines vaches. Le système est tel qu'un groupe d'élite Tutsi régule socialement et politiquement la vie d'un peuple sans tenir compte de son avis. La vie s'organise autour des mœurs qui maintiennent la société dans un état, où passer d'une étape stationnaire à une étape d'évolution prend beaucoup de temps. Parmi les valeurs coutumières qui ne permettent pas cette évolution sociale, une fraternité, basée sur le pacte de sang ou l'igiango, va occuper une place centrale dans la société rwandaise. Cette pratique, qui doit cacher les stratégies des nouveaux arrivants, leur permet de s'intégrer chez les autochtones. Le pacte de sang est alors introduit par les Tutsis, éleveurs de bovins. Ils cherchent à s'intégrer socialement et à s'assurer la protection des autochtones Hutus. Ils mettent en avant une fraternité de façade et veulent que la vache soit un objet attractif pour les Hutus qui veulent combiner agriculture et élevage. Les Hutus acceptent de faire le pacte de sang avec les Tutsis et partagent tout jusqu'aux produits agricoles et d'élevage. Par la vache et son lait, les Tutsis créent un besoin chez les Hutus qui deviennent dépendants. Appelé aussi l'Ukuniwana, le pacte de sang va se généraliser pour devenir presque une culture, cependant il cache bien les intérêts des acteurs. En effet, celui qui est à la requête de cette relation veut s'assurer que rien ne pourrait lui arriver tant qu'il est couvert par cette fraternité de façade. Ainsi en parle Jean Vansina, 2001. Des membres d'autres lignages, appelés Abaguererois ou clients fonciers immigrés après eux, reçurent des terres des premiers venus, reconnurent leurs dirigeants comme rois, contractèrent des mariages avec le lignage fondateur et se lièrent parfois à son chef, le roi, par un pacte de sang. Ainsi se créait une communauté sociale unique, mais fondée sur 2 statuts différents. Le pacte de sang était devenu un trait d'union entre 2 personnes de clans différents. Il importait de montrer aux autres que l'union fait la force et qu'en cas de danger pour l'une ou l'autre famille unie par ce pacte, les proches de ces 2 familles se mobiliseraient alors pour se prêter main forte. Ceci traduit également la recherche des bras pour contrer les conflits tribaux, fréquents dans le Rwanda ancien. 1.1. Le mariage INTERCASTES comme moyen de CONQUETE chez les Tutsis. De même, afin de gagner la confiance des autochtones Hutus, les Tutsis donnent en mariage leurs filles qui élargiront leur clan. Les enfants, issus de ces unions, ont une paternité douteuse puisque leur mère aurait pu les avoir avec quelqu'un de leur propre ethnie. Lorsqu'une mère voulait donner à son enfant un clan plus considéré que celui de son mari, elle allait faire l'adultère avec un homme du clan désiré et proclamait que le fruit qu'elle portait était de ce dernier. Cole, 1937/99. Cette situation donnait à l'enfant un statut clanique différent par rapport à ses frères et sœurs qui, ayant un père différent, appartenaient à un autre clan. Il faut noter que dans le système patrimonial rwandais, la dot était payée par la famille du jeune marié à celle de la jeune fille. Les enfants appartenaient alors au clan du mari. De son côté, le RP Delmas, 1950/4, explique par le concubinage la réalité de la situation telle qu'il a pu l'observer à la cour. Il suffisait qu'un Mwega, Munirinya ou autre eût des relations avec une servante voisine ou fille d'un Mugaragu, vassal, pour que l'enfant qui naissait portât le nom du clan du père. Ces enfants grandissaient dans le milieu, y faisaient des alliances et ainsi se créaient des familles Bega ou Baniginya Bahutu. Les Tutsis et les Hutus ont 2 conceptions diamétralement opposées, en ce qui concerne la lignée. Contrairement aux Hutus, les enfants Tutsis appartiennent en général au clan de la mère. Le fait de s'affranchir sur les filles Hutus par des dignitaires Tutsis a créé un mélange clanique où l'on pouvait remarquer une appartenance clanique chez les uns comme chez les autres. En effet, Dertefelt, cité par Bernard Lugan, 1971/29, écrit « Tout ce que les traditions disent, c'est qu'il y eut des mariages entre chefs Nirinya et des femmes des groupements locaux pré-Nirinya.
Cela indique tout simplement que ces femmes étaient des partis suffisamment intéressants pour les Nyirinya nouveaux venus. Le métissage interethnique au Rwanda a faussé le sens du mariage équilibré basé sur une confiance mutuelle, dans la mesure où des infidélités étaient tolérées du côté de la mariée. Et en effet, qu'est-ce que le mariage ? S'interroge Émile Durkheim, 1897/303. Il s'agit d'une réglementation des rapports des sexes qui s'étend non seulement aux instincts physiques que ce commerce met en jeu, greffé peu à peu sur la base des appétits matériels. Car l'amour est chez nous un fait beaucoup plus mental qu'organique. Ce que l'homme cherche chez la femme, ce n'est pas simplement la satisfaction du désir génésique. Si ce penchant naturel a été le germe de toute l'évolution sexuelle, il s'est progressivement compliqué de sentiments esthétiques et moraux, nombreux et variés, et il n'est plus aujourd'hui que le moindre élément du processus total et touffu auquel il a donné naissance. Bien qu'il soit détourné de sa vraie fonction principale dans le monde occidental, le mariage tel que défini par Émile Durkheim est un aboutissement de plusieurs valeurs dont l'amour est le noyau. Or, le mariage intercaste au Rwanda renferme beaucoup d'enjeux chez les partenaires ou plutôt leurs familles qui cherchent à étendre leur lignée en créant ainsi des liens exoclaniques. Dans les mariages Hutu-Tutsi les plus récents, l'enfant adultérin issu du couple mixte est le fruit d'un acte fait délibérément par une femme qui veut perpétuer sa lignée. Le père légitime a pour rôle de nommer l'enfant alors que la mère lui inculque une éducation appropriée, lui apprenant à se méfier des Hutus, voire à les considérer de rang inférieur. L'enfant grandira donc dans le cercle de ses tantes, oncles, neveux et cousins Tutsi qui lui feront oublier les origines de son père légitime. Le vrai père biologique sera révélé à l'enfant par sa mère, qui les mettra en relation afin de bénéficier des avantages financiers de manière implicite, ou d'inciter le père à prendre discrètement soin de son enfant. Selon le R.P. Arnoux, 1953/19, l'impassibilité que l'on discerne chez les Batutsi est le fruit d'une éducation sévère. Le premier principe que les parents inculquent à leurs tout jeunes enfants s'exprime ainsi. Quoi qu'on vous fasse, quel que soit le mépris, la calomnie, les injustices dont vous aurez à souffrir, gardez toujours un masque inaltérable, qu'on ignore constamment autour de vous les sentiments vrais qui vous animent. Cette éducation spartiate laissant à penser que les enfants Hutus ne la reçoivent pas, n'auront pas de point commun avec leurs égaux Tutsi alors qu'ils sont issus d'un même milieu social. Pendant que deux groupes sociaux, en l'occurrence les Hutus 84% et les Tutsi 14%, coexistent de manière plus ou moins pernicieuse, le groupe Twa, 1%, se met à part. Son statut social ne lui permet pas une intégration sociale parmi les deux autres. Les Twa constituent un groupe racial marginal qui préfère s'isoler dans les forêts où ils vivent de la cueillette de fruits, ou de la vente de la poterie. Cet état marginal ne permet pas à ce groupe de s'ouvrir aux autres ni, plus tard, d'aller à l'école primaire, ce qui va le bloquer dans un état de non-évolution mentale. Les habitants ne sachant ni lire ni écrire, et le pays, ne possédant ni cadre supérieur ni cadre moyen, vécurent longtemps dans l'ignorance et la pauvreté. Or la pauvreté n'est pas une tare, elle peut être une fatalité ou la conséquence d'un comportement sociopolitique qui ne tient pas compte des besoins réels d'un peuple. Elle peut aussi être le résultat d'un manque d'organisation institutionnelle, d'instruction, d'ouverture, etc. Une société où l'élite n'est pas instruite, ne peut rien planifier ni à court terme, ni à moyen terme, ni même à long terme. Elle est donc vouée à la pauvreté, et aussi à la misère. Comme dans toute société traditionnelle, la société rwandaise obéit à ses propres rites et à ses us et coutumes. Cependant, l'élément caractéristique de cette société est la langue commune, le Kinyarwanda, qui unit ces trois composantes ethniques. C'est pour cette raison que ses habitants partagent une même culture. L'histoire du Rwanda est méconnue jusqu'à l'arrivée officielle des Occidentaux en 1898. L'écriture n'existe pas dans ce pays de 1000 collines où tout est fondé sur l'oralité avec toutes les imprécisions qu'elle implique. Pour Claudine Vidal, 1997, les informateurs, nés vers 1900, ont en mémoire une généalogie de 6 noms d'ancêtres, plus rarement de 7 noms. Si on estime une génération à 25 ans, les ascendants, situés à la 7e génération précédant celle des informateurs, seraient nés vers 1725. Ce repère chronologique marque la limite temporelle du savoir historique.
Toute affirmation portant sur l'historicité de personnages ou d'événements qui auraient existé ou se seraient produits antérieurement à ce repère ne peut être qu'hypothétique car impossible à situer dans une chronologie établie. 1.2. Les Occidentaux au Rwanda et le pouvoir monarchique dès 1898. La venue des colonisateurs et des missionnaires n'influence en rien les mœurs locales. Certes, il y a un temps d'observation participante où les nouveaux maîtres pénètrent réellement le système monarchique en avalisant un certain nombre de pratiques culturelles, dont celle de la hiérarchisation sociale préalable qui de surcroît doit les arranger. Il est préférable de cautionner une situation préexistante, dans la mesure où elle permet de sauvegarder les intérêts de l'occupant. Le régime monarchique accepte un compromis implicite avec les colonisateurs allemands, par lequel les deux parties protègent leurs intérêts. Les Allemands, premiers colonisateurs du Rwanda, acceptent la proposition de la cour royale selon laquelle ils s'engagent à défendre le roi contre toute insurrection interne et à neutraliser toute attaque provenant de l'extérieur. En revanche, ils exigent du monarque rwandais la reconnaissance du Reich allemand. Ces arrangements se passent sans écrit. Le pays perd de son autonomie et se trouve placé sous un regard d'étrangers. L'occupation allemande s'étend de 1898 à 1916. Elle est qualifiée de passive. Un projet de désenclavement du pays était en étude. Il consistait à relier le Rwanda à la Tanzanie et à joindre deux villes, Kigali et Tabora par une voie ferrée. La tutelle belge prend la relève dès 1916 mais n'est pas pressée de changer le cours des choses. Elle n'opère des réformes foncières qu'en 1926. Dès 1931, après la déportation du roi Musingavé, s'annonce l'ère des réformes administratives. En effet, ce monarque étant hostile à toute initiative étrangère, refusait d'adhérer au christianisme. Son départ donne du souffle à l'Église catholique, qui s'empresse d'avaliser le nouveau monarque Mutara III. Il est baptisé en 1943. Monseigneur Léon Classe affiche une volonté sans limite de favoriser les jeunes Tutsis, afin qu'ils reçoivent une éducation et collaborent avec les colonisateurs. Cette attitude de l'évêque favorise une alliance de façade entre l'Église catholique et le pouvoir royal, mais peut aussi incarner d'autres stratégies puisque cette situation se renverse plus tard, en faveur de la justice sociale. Dès lors, l'Église catholique se mesure aux réalités de la cour royale tout en favorisant l'instruction des jeunes Tutsis. Est-ce une façon comme une autre d'amadouer le régime qui est réticent, voire hostile au christianisme? Au début, les premiers missionnaires de la congrégation des Pères Blancs débarquent au Rwanda en 1900 et ont des problèmes pour s'établir. L'autorité royale les envoie fonder des paroisses loin de la cité administrative de Nyanza. C'est après le départ du monarque que l'Église s'implante vraiment et exerce son influence. Monseigneur Léon Classe tente d'introduire un climat de confiance entre l'Église et l'autorité locale. Une sorte d'alliance entre les deux acteurs secrets, pouvant cependant incarner différentes stratégies puisque les volte-face de l'Église en 1953 en faveur de la justice sociale surprennent l'autorité locale et sont vécues comme une trahison. Cette évolution s'opère sous Monseigneur Desprimo qui remplace Monseigneur Léon Classe. En 1956, la nomination de Monseigneur André Pérodin à la tête de l'Église redynamise l'action de son prédécesseur en faveur d'une justice sociale. Cette évolution dans le temps conduit aux changements sociaux de 1959 à 1961, à partir desquels la plèbe Hutu accède au pouvoir. 1.3. Le Rwanda REPUBLICAIN dès 1961. Dès lors, le système socio-administratif change et place les deux principales ethnies en conflit de pouvoir politique ouvert. Le pouvoir républicain Hutu ne ménage aucun effort pour repenser et mettre en place les trois piliers de la démocratie, à savoir l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Ainsi commence une nouvelle ère où le peuple prend conscience de son autodétermination. Les uns sont satisfaits du changement, tandis que les autres regrettent la défaite électorale du 25 septembre 1961. C'est pourquoi certains d'entre eux optent pour l'exil puis organisent des attaques de 1963 à 1967. Celles-ci seront stratégiquement stoppées par les assaillants eux-mêmes car d'innombrables familles de leur ethnie, à chaque attaque menée, paient un lourd tribut pour avoir coopéré avec eux. Ces attaques constituent une menace pour une économie naissante et difficilement maîtrisable.
En effet, le pays hérite de la tutelle belge d'une économie de subsistance. Les habitants ignorent tout de ce qu'est une banque, une épargne, un crédit, etc. La Banque centrale s'installe au Rwanda alors qu'auparavant elle avait son siège à Bujumbura, capitale du Burundi, d'où elle desservait les deux pays, le Rwanda et le Burundi. Le commerce est entre les mains des étrangers qui régulent les prix. Avec l'État républicain, tout est à repenser mais le pays a un défi. Disposer de cadres compétents, voire les former afin de relancer une économie de marché presque inexistante. La Banque nationale du Rwanda est donc créée en 1963, dirigée par un expatrié d'origine japonaise. Les banques commerciales voient le jour ainsi que la Caisse d'épargne du Rwanda. Ces institutions initient les Rwandais à l'épargne et à l'emprunt d'argent selon des taux bien définis. Mais il faudra beaucoup de temps pour que la machine bancaire soit efficace et puisse combler les besoins de nombreux commerçants souhaitant se lancer dans les affaires. Parallèlement à l'économie nationale, se développe après l'accession du pays à l'indépendance, une économie informelle. Quelques cadres de l'État, en raison d'un salaire insuffisant, se lancent dans l'industrie de fabrication de briques, INDUBRI, que le président de l'époque, Grégoire Kayibanda, qualifie de frauduleuse et d'indigne. Quelques années plus tard, certains fonctionnaires de l'État, dont les membres du Parlement, se lancent eux aussi dans le commerce de l'ivoire, de l'or, de la cassitérite, etc. Encore une fois, ce même chef d'État stigmatise de tels agissements. Cependant, cela n'empêche pas certains fonctionnaires de l'État d'acheter, à crédit, des camions remorques pour faire du transport international. Cette fois, ils s'acquittent des redevances fiscales car leurs biens sont déclarés en toute légalité. Dans le même temps, les centres urbains connaissent des afflux massifs de nouveaux travailleurs car l'ère des projets vient de commencer. L'ouverture du pays à la coopération internationale lui permet d'avoir des fonds pour réaliser quelques projets de développement dans des domaines variés. Une main-d'œuvre, qualifiée ou non, est indispensable. Le secteur informel est inévitable puisque l'exode rural provoque un excédent de main-d'œuvre dans les milieux urbains où chacun doit lutter pour sa survie. Certaines jeunes filles fuient aussi la campagne pour s'installer dans la capitale et les centres urbains, afin de vendre leurs prestations. C'était aussi l'époque des accessions à l'indépendance en Afrique où les bars étaient ouverts 24 heures sur 24. De 1962 à 1973, le pays connaît une vague de mutations culturelles qui reflète les comportements individuels. Section 2. Un changement institutionnel au sein de la REPUBLIQUE, en 1973. La proclamation de la Deuxième République, le 5 juillet 1973, correspond à une période historique de renouveau où il faut responsabiliser tout le monde afin que chacun s'attelle au développement social et économique. Des réformes s'opèrent dont celle de la réorganisation des bars. La nouvelle autorité veut mettre de l'ordre dans tous les secteurs et promulgue des arrêtés ministériels régissant les débits de boissons alcoolisées. Dans ce domaine précis, les moins de 18 ans non accompagnés sont interdits dans les bars. En outre, la réglementation concerne les heures d'ouverture et de fermeture des bars. Les femmes libres, vivant des services dans les bars, ne gagnent plus leur vie comme avant. En effet, elles étaient payées pour des services explicites à côté desquels elles vendaient d'autres services souterrains, la prostitution. Cette époque impulse une économie informelle sans précédent. Elle s'amplifie pour les femmes dites libres, qui, se voyant interdire de se vendre dans les bars publics, optent pour une économie parallèle. Elles ouvrent des bars cachés communément appelés des lieux de consommation de la bière de sous le lit, ou Ijitanda, qui se vend pendant et après les heures de service. Les sans-emploi, les fonctionnaires et les agents privés viennent consommer et les tenancières réalisent des bénéfices. L'accueil y est plus soigné et chaleureux que dans les bars habituels. Cependant les débuts s'annoncent difficiles faute de capital initial suffisant. Le produit vendu, en l'occurrence la bière, n'est pas aussi frais que celui des bars où tous les moyens sont réunis pour satisfaire les consommateurs. Pour pallier ce problème, les vendeuses doivent conserver la bière dans un sac mouillé sous le lit afin de la dissimuler également lors de toute investigation policière. Ce sac mouillé remplace le réfrigérateur et la boisson qui en sort semble plus ou moins fraîche. Ces bars illicites deviennent plus tard des lieux où particuliers et cadres politiques se donnent rendez-vous pour consommer et échanger.
Ils deviennent le centre des affaires où famille, économie et politique s'entremêlent. Cette économie souterraine, dirigée par les femmes, constituera alors un réseau à travers lequel les acteurs politiques du gouvernement et de la diaspora feront passer leur message. On voit ainsi émerger des jeunes femmes qui, n'ayant rien au départ, deviennent propriétaires. Des alliances se créent entre les gens de la diaspora Tutsi et leurs congénères de l'intérieur qui reçoivent les moyens nécessaires pour faire tourner les affaires. Grâce à la vente de la bière de manière informelle, les jeunes femmes réalisent des économies jusqu'à faire du commerce formel et déclarer leurs revenus. Dans ces affaires se tissent parfois beaucoup d'influences liées à la vie sociale, la politique locale, etc. Certains hauts fonctionnaires de l'État y décrochent des promotions, d'autres y perdent leur poste car les acteurs politiques peuvent bien être influencés par ces réseaux. En fait, il suffit qu'une cabale soit montée pour que l'image d'un acteur socio-économique ou politique soit ternie et que le lendemain, l'intéressé perde sa place. Les secrets d'État se divulguent sous le charme des femmes d'affaires, soit dans ces lieux de débit de boissons, soit dans des salons privés. Peu à peu, les fonctionnaires de l'État et des sociétés privées optent tour à tour pour cette économie parallèle. Certains se mettent à financer des boutiques qu'ils font gérer par les jeunes femmes. D'autres, une minorité, plus réticents, préfèrent impliquer leurs femmes légitimes dans la gestion de ces affaires. En même temps, les gérantes, appelées communément deuxième bureau, conquièrent leurs patrons et les détournent de leur ménage légitime. Le protectionnisme des fonctionnaires, tant civils que militaires, vis-à-vis de ces jeunes femmes s'accentue jusqu'au niveau le plus haut. L'homme croit faire fonctionner une économie parallèle en faveur de son foyer, alors qu'en réalité, la tenancière reçoit d'autres consignes de la diaspora. En effet, le pseudo-patron pense que c'est son argent qui fait tourner la boutique alors que, pour une grande partie, c'est l'argent des acteurs invisibles. Cette économie souterraine deviendra la source même de la défaillance du régime républicain, avant 1990. De plus, les investissements engagés par les patrons dans cette économie parallèle alimentent les efforts de guerre en préparation. Parfois, le patron entretenant ce type d'affaires a contracté des crédits bancaires et la banque, en cas de non-solvabilité, ne peut que vendre ses biens aux enchères. Cette situation va laisser des séquelles et des fractures économiques dans certains ménages où la pauvreté va s'installer et provoquer le désaccord, voire la désunion du couple. 2.1. La gestion d'un salaire insuffisant par les fonctionnaires de l'État. La pauvreté du ménage rwandais est due le plus souvent à une mauvaise gestion des ressources familiales. Cette gestion inadaptée transparaît dans les affaires publiques où, pendant des années, l'économie du pays n'a pu décoller que difficilement. Les acteurs sociaux mettent en jeu leurs propres stratégies visant leurs intérêts. La conséquence en est l'émergence d'une poignée d'hommes ou de femmes puissants et la marginalisation de la majorité de la population. Cette situation, prise à l'échelle macroéconomique, marque le pays à toutes les époques. Travailler dans l'opacité, favoriser de petits plans sophistiqués pour l'élite dirigeante, manipuler la population et créer un clientélisme, tels sont les handicaps, parmi d'autres, qui ont contribué à entraver le développement socio-économique du pays. Dans la conscience cognitive et la culture de la haute classe rwandaise d'antan, l'art de travestir la vérité, le mensonge, entre autres, sont des vertus qui sont transmises d'élite à élite. Chacun a peur de l'autre et doit se protéger. En raison d'enjeux souterrains, les acteurs politiques font des arrangements stratégiques pour leur compte. Une fois la finalité atteinte, quels que soient les moyens mobilisés, leur vision ne s'élargit pas. L'individualisme l'emporte sur l'intérêt général. Ce genre d'organisation ne peut que conduire à la stagnation et à la frustration de l'homme. C'est la loi de la jungle où les plus forts survivent, où les grands mangent pendant que les petits meurent de faim. Les plus faibles restent dans l'ignorance, dans l'analphabétisme et croupissent dans la misère. Les responsables du pays ont entretenu des arrangements avant, pendant et après la colonisation allemande et la tutelle belge. Ils ont de ce fait instauré un système de clientélisme dit Ubweek II. Celui-ci a alors asphyxié toute initiative de développement social local. Il a même été enraciné dans les mœurs rwandaises et semble être à la base du sous-développement que connaît la société rwandaise depuis des siècles. 2. Le clientélisme dans la structure REPUBLICAINE.
Pendant l'époque républicaine de 1962 à 1994, le premier et le deuxième régime Hutu tentèrent d'éradiquer ce système de clientélisme instauré depuis des siècles, mais ils se heurtèrent à des résistances. Le clientélisme devint comme un passage obligé dans la tentative de changement de statut social. Il constitua alors un des points les plus faibles des régimes qui ont marqué le pays, puisqu'il n'a fait que favoriser un seul groupe d'individus. Dans ce système, la transparence n'existe quasiment pas. C'est la loi de la subtilité, de la ruse et des relations de façade qui traduit l'esprit de la toute-puissance du maître face aux clients. Ceux-ci doivent se prosterner devant le maître, le défendre même quand il a tort et vont jusqu'à mourir pour sa cause, qu'elle soit juste ou non. Le cas du Rwanda, tant traditionnel que moderne, interroge tout d'abord parce que sa situation sociopolitique mérite d'être repensée, ensuite parce qu'elle peut dégénérer en conflits ouverts néfastes à toute la région des Grands Lacs en Afrique. La précarité du Rwanda tient au fait que ces deux principales ethnies, en l'occurrence les Hutus et les Tutsis, se haïssent depuis des siècles. Leur haine est liée au pouvoir que les uns veulent garder sans partage. Cela est démontré par les tristes et tragiques événements de 1994 pendant lesquels ont péri d'innombrables personnes. Derrière cette apocalypse se cachent bien des enjeux, notamment des relations de dépendance entre acteurs. Par exemple, un jeune homme s'enrôle dans une rébellion pour combattre au nom des convictions familiales. Ces acteurs peuvent être locaux comme ils peuvent être des étrangers qui ambitionnent le contrôle de la sous-région. Selon une géopolitique mise en place, les opérateurs planifient et incitent les populations à des changements qui ne leur profitent guère. 2-3. La géopolitique et ses enjeux dans la SOUSREGION des Grands Lacs. Le Rwanda a connu une guerre savamment planifiée, qui devait placer un groupe social au pouvoir pour servir les intérêts des commanditaires. L'objectif n'était pas le Rwanda, mais le Grand Zaïre aux richesses innombrables. Il fallait mettre en application une géopolitique qui attise les feux de haine entre les groupes ethniques. Deux groupes sociaux, se haïssant depuis près de 4 siècles, en viennent aux mains pour résoudre un conflit politique. La rébellion se prépare en Ouganda. Après les attaques de 1990, s'amorcent des négociations entre les deux belligérants. Un accord est trouvé et signé. Les partis d'opposition et la rébellion, au lieu de le mettre en pratique, préfèrent jouer le jeu de la chaise vide lors des prestations de serment. Ainsi, les Tutsis et les Hutus refusent de coexister paisiblement et optent pour le massacre. La toile de fond des exterminations de populations innocentes est la guerre de 1990 à 1994. Cette guerre a atteint un paroxysme le 6 avril 1994 lorsque des éléments Tutsis ont abattu l'avion présidentiel causant la mort des présidents rwandais et burundais, ainsi que de leurs suites respectives. Cet acte met fin aux accords de paix d'Arusha conclus en 1993. Dès lors, les massacres à grande échelle, qualifiés de génocide, sont observés à l'encontre des Tutsis et les Hutus dits modérés. Peu après, le pays se vide de la population qui a peur des représailles. Le pouvoir bascule du côté des assaillants. Ce nouveau régime exécute massivement les Hutus, spécialement ceux qui sont regroupés dans le camp de réfugiés de Kibeo. Il emprisonne aussi plus de 150 000 personnes appartenant à un groupe ethnique, en l'occurrence Hutu, suspectés d'avoir trempé dans la tragédie rwandaise dans des conditions atroces. Ces massacres se répètent 2 ans plus tard lorsque l'armée patriotique rwandaise, devenue alors presque mono-ethnique Tutsi, prend l'initiative de détruire les camps de réfugiés Hutus, basés dans l'est du Congo démocratique. Plusieurs milliers de réfugiés sont exécutés, et les exactions s'étendent sur les populations locales congolaises. Ces actes de représailles ont un caractère hégémonique sur toutes les populations de la sous-région. La communauté internationale reconnaît l'élimination. 10 contrats de servage pastoral, du verbe guakwa, être dépendant d'un maître. Ce système consistait, partant du Mwami, propriétaire de tout le cheptel, en une succession hiérarchique de plusieurs niveaux de patrons de bétail, suzerains asservissant des pasteurs, vassaux, patrons à leur tour de pasteurs moins importants. Par critère féodal du cheptel à bail, l'Ubwake faisait des générations d'agriculteurs, des serviteurs et prestataires de services, vassals ou umugaragu, au profit des éleveurs, suzerains ou chebura, propriétaires du bétail et des pâturages. D'une population de près de 3 800 000 habitants.
Pendant cette élimination, les auteurs n'ont pas tardé à s'approprier l'est du Congo qu'ils ont exploité pendant plusieurs années. Les rapports interethniques au Rwanda, des Hutus et des Tutsis, sont fondés à la fois sur l'individualité et la solidarité. Ils se haïssent tout en maquillant leur haine. Ce sont deux ethnies qui se méprisent mais font semblant d'être en bons termes. Afin de préserver leur individualité, ils construisent des maisons entourées d'enclos dont ils laissent une ou deux entrées fermées la nuit pour protéger le bétail. Chacun dispose de ses propres biens dont des champs bien délimités, un petit ou un grand élevage. Ce souci de possession confère en général aux citoyens rwandais le droit à la propriété, antéiné de fait par la tradition. C'est grâce à cette propriété héritée des ancêtres qu'une famille survit. Son exploitation permet aux paysans rwandais de subvenir à ses besoins primaires. Malgré leurs divergences de point de vue, l'agriculteur et l'éleveur ont toujours été complémentaires. Ces divergences n'étaient d'ailleurs perceptibles que dans les milieux politiques, alors que sur la colline, les trois composantes ethniques, Hutu, Tutsi et Twa pouvaient tout partager. Par ailleurs, même si l'appartenance ethnique de certains Tutsis leur conférait un statut spécial de noblesse, avant et pendant l'époque coloniale, ils n'étaient pas pour autant tous privilégiés. Ainsi, les Tutsis n'appartenant pas à la haute noblesse partageaient avec les Hutus. Ils n'étaient cependant pas corvéables et taillables à merci comme eux. Le statut de Tutsi les protégeait, même s'il ne leur permettait pas de mieux vivre que leurs voisins Hutus. C'est peut-être une des explications de la haine entre les deux groupes raciaux. Les uns assimilaient les autres à un sous-groupe de serfs. Mais c'était de l'arrogance, voire de la prétention, de la part de ceux qui se croyaient mieux lotis que d'autres alors qu'en réalité, leurs conditions de survie étaient quasiment les mêmes. Selon Monseigneur A. Pérodin, 2003, la prise de conscience de 1957 des Hutus et des Tutsis s'accusant mutuellement à travers leurs écrits, tels que du côté Tutsi, mise au point du 22 février 1957 et du côté Hutu, manifeste des Bahutus du 24 mars 1957, a conduit à des changements sociaux. La révolution sociale de 1959 à 1961 est la conséquence de l'attitude hégémonique des uns vis-à-vis des autres. Ces changements sont aussi la résultante de rivalités entre deux groupes longtemps divisés par la hiérarchisation sociale. Les écrits de ces deux groupes sociaux traduisent des divergences de point de vue dans l'exercice du pouvoir. Les uns souhaitent continuer à dominer les autres alors que ces derniers prônent un partage équitable. Pendant ces changements sociaux, les Hutus proclament officiellement, le 28 janvier 1961, que le pays devient une république sociale et souveraine. Ils obtiennent, alors, une autonomie interne qui leur permettra d'accéder à l'indépendance complète le juillet 1962. Le conflit latent entre les deux groupes ethniques éclate et nécessite des alliances stratégiques pour les deux acteurs rivaux. Le soutien de la métropole belge est inconditionnel pour les républicains Hutus, afin que les nouvelles institutions politiques soient mises en place. La société rwandaise est alors profondément divisée. Mais elle l'est davantage encore en 1968, lorsque le sud du pays se désolidarise du nord en raison de divergences d'opinion politique. Cette situation profite avant tout aux exilés qui l'exploitent, afin de rallumer les feux de la haine entre les Hutus du nord et les Hutus du sud du pays. Section 3. Les rapports INTERRWANDAIS, ou la culture de la haine. Les relations interethniques au Rwanda et le régionalisme deviennent deux problèmes fondamentaux à surmonter. Cependant, la gangrène est déjà à l'œuvre. Elle va affaiblir tout le système institutionnel en place. Au-delà des frontières se trame alors un complot d'hommes nostalgiques qui, par alliance, mettent tout en œuvre pour déstabiliser le pays. Ils sont aidés par une géopolitique élaborée par des pays avides de contrôler les richesses de la sous-région des Grands Lacs africains. Le résultat de cette guerre profite aux planificateurs. Tout en offrant à la minorité leur protection, ils incitent la minorité à opérer des changements radicaux afin de chasser le président Mobutu du pouvoir. Les trois pays, auparavant sous domination belge, c'est-à-dire le Zaïre, le Rwanda et le Burundi, sombrent à cause de cette géopolitique. Les enjeux sont focalisés essentiellement sur le Grand Zaïre et ses énormes potentialités minières. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il faut sacrifier le Rwanda.
La guerre d'octobre 1990 a conduit au drame de 1994, parce que les monarchistes d'hier n'ont pas voulu partager le pouvoir avec ceux qu'ils considéraient autrefois comme valets. Ayant changé d'appellation et de stratégie, la diaspora Tutsi et ses alliés de l'opposition interne refusent de partager le pouvoir avec la mouvance présidentielle alors qu'une étape est franchie dans les négociations. Les accords de partage du pouvoir sont signés mais ne sont pas respectés. Par ailleurs, les scénarios de non-partage du pouvoir se multiplient au sein de la diaspora soutenue par le président ougandais. Avec celui-ci, les rebelles se mobilisent et mettent tout en œuvre pour retourner chez eux en maître. En effet, installé au pouvoir à Kampala par ces derniers, le président ougandais se doit d'honorer ses engagements. La guerre qui a porté ce président au pouvoir fut l'œuvre des Rwandais réfugiés en Ouganda. Les réfugiés rwandais ont occupé dans son armée régulière des places de premier rang. Malgré la guerre qui fait rage dans le nord-est du pays, le multipartisme voit le jour le 10 juin 1991. Il ouvre alors une brèche à la division intérieure en faveur du Front patriotique rwandais, faction en armes. Deux coalitions de partis se forment, l'une autour de la mouvance présidentielle pilotée par le Mouvement républicain national pour le développement et la démocratie, MRND, l'autre autour de l'opposition avec le Mouvement démocratique républicain, MDR. Les partis d'opposition se placent progressivement sous l'aile du Front patriotique rwandais, FPR. L'opposition plurielle et le Front patriotique rwandais se mobilisent alors pour contrecarrer toute initiative de la mouvance présidentielle déjà en négociation avec la faction rebelle. C'est dans ces accords de façade que l'on remarque que la mise en place d'un gouvernement de transition à base élargie est contestée par les partis de l'opposition parrainés par le Front patriotique rwandais. Apparaît ici une règle implicite entre les acteurs de l'opposition et le mouvement rebelle du Front patriotique rwandais, le FPR. En négociant avec le gouvernement rwandais, le FPR a face à lui des interlocuteurs de l'opposition qui cependant représentent le gouvernement. Il se comporte alors de manière à ce que ces interlocuteurs du mouvement démocratique républicain, MDR, aient besoin de lui pour évincer la mouvance présidentielle. Dans le cas où les négociations entre les deux partis intéresseraient le FPR, le MDR en sortirait gagnant puisque leurs intérêts sont focalisés sur un ennemi commun, le Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement, MRND, parti de la mouvance présidentielle. Tout s'élabore en faveur des deux partis mais plus tard le FPR, par des voies détournées, se désolidarise de son partenaire d'hier en emprisonnant ses leaders politiques ou en les contraignant à l'exil. 3.1. Les enjeux d'acteurs et leurs alliances STRATEGIQUES. Alors que la signature des accords de paix d'Arusha en août 1993 aurait suffi à mettre un terme à la guerre et permis le partage du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis, l'espoir de la population s'estompe lorsque la prestation de serment avorte par 2 fois. Ceci traduit le manque de transparence des acteurs qui cherchent la résolution d'une guerre ayant fait de nombreuses victimes. Les partis de l'opposition alliés au FPR ne veulent pas entrer dans un gouvernement où siégerait la Coalition pour la défense de la République, CDR, l'un des partis de droite. Ce parti est accusé d'extrémisme par le Front patriotique rwandais, voire d'être l'aile influente du parti de la mouvance présidentielle. Ceci cache cependant une stratégie: retarder la mise en place du gouvernement de transition à base élargie, car il n'est pas question pour les partis de l'opposition dont le FPR de partager le pouvoir avec les partis de la mouvance présidentielle. Cette situation ressort d'un système d'enjeux en vertu duquel l'alliance de l'opposition plurielle opère de façon visible, sous l'influence du Front patriotique rwandais. La fin de l'année 1993 est marquée par des assassinats de responsables Hutus, aussi bien de gauche que de droite. Ces assassinats s'étendront aux plus hauts responsables dont le chef de l'État, Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994. Quant à l'action menée contre l'avion présidentiel, une commission des Nations Unies charge un expert, en la personne de M. Denis Segui, d'opérer des investigations sur l'attentat. Lorsque l'expert commence à vouloir travailler sérieusement sur le dossier, l'Organisation des Nations Unies lui déclare qu'il n'y a pas de budget pour mener l'enquête. Le coup de théâtre arrive en l'an 2000, lorsqu'un quotidien canadien, National Post,
publie un rapport confidentiel des Nations Unies mettant en cause l'actuel président rwandais Paul Kagame dans l'attentat du 6 avril 1994 contre son prédécesseur, Juvenal Habyarimana. Michael O'Regan, avocat australien et auteur de ce rapport, interrompt son enquête à la demande de la Canadienne Louise Arbour, ancien procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. Afin de mieux cerner la problématique de cette recherche, je me propose de scinder cette étude en 2 phases. La première sera de type sociologique et anthropologique, et sera basée sur les relations interethniques au Rwanda. La seconde concernera l'imbrication de la vie sociale avec l'économie informelle, ainsi que l'influence de la sphère politique sur la prise de décision. J'étudierai aussi comment le pouvoir politique et le pouvoir économique deviennent interdépendants, et comment les acteurs économiques se mobilisent pour détourner l'attention des acteurs politiques dans le but de prendre le pouvoir. L'économie informelle occupe alors une place cruciale dans cette arène où les affaires priment sur l'intérêt général. 3.2. Vers un questionnement. Le but de cette recherche n'est pas de savoir à quel niveau tel ou tel acteur aurait été impliqué dans la tragédie rwandaise. Moins encore, cette recherche ne vise à savoir qui a planifié ou exécuté cette tragédie. C'est un sujet vaste qui mérite plus d'attention et plus d'investigation de la part d'experts internationaux. Le but, ici, est simplement de comprendre s'il existe une corrélation entre les règles implicites auxquelles la société rwandaise a obéi auparavant, pendant et après la colonisation, et son sous-développement. Il semble que ces règles implicites ont impulsé une politique de façade s'écartant de toute transparence pour ériger une nation où les acteurs jouent un double jeu, celui de la subtilité et du mensonge. Le système aurait alors conduit les acteurs politiques locaux à se soustraire à leurs responsabilités, au profit d'une recherche de richesses illicites au travers de structures mafieuses qui ont mobilisé leur énergie. Ce détournement a été longuement planifié par ceux qui rêvaient de devenir les maîtres de la sous-région des Grands Lacs africains, en armant une minorité rwandaise afin qu'elle opère des changements sous leur couvert. Cette géopolitique, cadrant bien avec les aspirations de l'Occident dont les enjeux sont l'exploitation des richesses des pays de la sous-région et spécialement du Grand Zaïre, fut un vecteur d'autodestruction. L'occupation du Congo démocratique, par le Rwanda et l'Ouganda, a duré de nombreuses années. Au cours de cette recherche, il sera également question d'essayer de comprendre comment l'économie souterraine peut contribuer ou non au développement d'un pays. Pour autant, cette étude sera articulée autour des axes suivants: les relations entre la monarchie Tutsi et le pouvoir colonial allemand ainsi que le pouvoir tutélaire belge, les relations entre ces 3 pouvoirs et l'Église catholique vis-à-vis de la justice sociale. Aussi, sera-t-il intéressant d'étudier de manière singulière les rapports entre ces 4 acteurs sociaux, afin d'évaluer leur part de responsabilité dans la précarité de la société rwandaise. L'axe de l'économie parallèle interpelle aussi, dans la mesure où elle a influencé la prise de décision politique lors des régimes républicains post-coloniaux, et a constitué un réseau inéluctable pour le changement en faveur de la diaspora. Du secteur informel rwandais, alors vecteur d'influence politique, il sera intéressant de faire une comparaison avec le secteur informel d'un pays voisin, en l'occurrence le Kenya qui, dans sa pratique, s'organise autrement. Les pouvoirs, monarchiques, allemands et belges, en place au Rwanda de 1898 à 1962 ont certes exercé d'une manière ou d'une autre, une influence, fût-elle négative ou positive sur la population locale. Quels sont les rapports de chacun des acteurs vis-à-vis de cette population ? L'analyse portera aussi sur la période républicaine de 1962 à 1994 pendant laquelle les Hutus ont géré la société rwandaise, leurs stratégies, enjeux, alliances ainsi que leurs succès et leurs échecs. Comment l'Église catholique et les pouvoirs coloniaux ont-ils élaboré un système d'alliances stratégiques faisant coexister le jeu des acteurs et leurs intérêts pendant des siècles ? Comment une économie, mal régulée par la succession des acteurs politiques de tous bords, a-t-elle entraîné la pauvreté et a-t-elle laissé une grande partie de la population dans l'ignorance ? La question centrale, la thèse au sens fort du terme, telle une boussole, devant constamment guider cette étude, est la suivante. Pourquoi et comment le pouvoir monarchique au Rwanda, de 1898 à 1959,
le pouvoir colonial allemand, de 1898 à 1916, le pouvoir tutélaire belge, de 1916 à 1962, Église catholique, de 1900 à 1994, et le pouvoir républicain de 1962 à 1994, ont-ils abouti à des règles implicites et à des arrangements stratégiques afférents ainsi qu'à une économie informelle de survie, bâtissant de la sorte un pays socialement et économiquement non viable où haine et conflits interethniques ont prévalu au point d'entraîner la tragédie de 1994 ? Cette problématique m'interroge. Il convient donc d'y apporter une analyse approfondie afin d'éclaircir les enjeux moteurs des acteurs concernés, en l'occurrence les Rwandais toutes ethnies confondues, le pouvoir colonial allemand, le pouvoir tutélaire belge et l'Église catholique. Par ailleurs, il peut être nécessaire d'avancer une hypothèse principale, réponse anticipée à la question centrale. Elle sera déclinée en hypothèses secondaires qui seront vérifiées par les enquêtes de terrain. Cette hypothèse principale serait formulée ainsi. Le pouvoir monarchique Tutsi était régi par un code ésotérique, Ubwiru, assorti de règles implicites, et n'avait pas d'optique de développement socio-économique. En effet, avant l'arrivée des Occidentaux, le mode de gouvernement était archaïque et la division interethnique arrangeait les Tutsis. Le pouvoir colonial allemand et la tutelle belge n'avaient pas pour mission le développement économique et avaient plutôt intérêt à maintenir la situation inchangée pour mieux s'organiser. L'Église catholique s'était d'abord affiliée au régime monarchique pour mieux asseoir son influence. Ensuite, elle a fait volte-face en faveur de la justice sociale en 1953, tandis que le pouvoir républicain Hutu était tombé dans l'exclusivisme comme le pouvoir monarchique précédent. Reposant sur des règles officielles issues de la colonisation allemande et de la tutelle belge, les stratégies des uns et des autres ont abouti à des règles implicites qui ont modifié le système. Parallèlement, subsistait le système traditionnel régulant les acteurs locaux, favorisé par l'isolement d'un habitat dispersé dans les 1000 collines. Ainsi donc, les pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas visé l'intérêt général. Ceci a eu d'abord, pour conséquence, un conflit de pouvoir entre les deux composantes ethniques, Hutu et Tutsi, jusqu'aux changements sociopolitiques de 1959 à 1961. Ces changements ont ensuite poussé à l'exode certains Tutsis, qui ont alors mis en place des stratégies et des ressources tant matérielles qu'humaines pour reprendre le pouvoir. Leur mobilisation a conduit à la guerre du 1er octobre 1990 et à la tragédie qui débuta dès avril 1994. 3.3. Le BAUCHE, du raisonnement. Le Rwanda compte parmi les pays les moins avancés de la planète. Sa pauvreté est la conséquence d'une situation sociopolitique et économique qui ne tient pas compte des réalités socio-culturelles de ses habitants. En effet, le pays passe d'un régime où les patriarches Hutus, représentant 85% de la population, règnent sur un pays décentralisé et où les Twa, 1%, vivent de la chasse et de la poterie. Les patriarches Hutus sont évincés par les Tutsis, 14% vers le XVIe siècle. La culture de ces trois composantes ethniques est influencée par des règles implicites considérées, ici, comme des freins au développement socio-économique du pays. Elles régulent aussi bien la vie politique que sociale des Rwandais. En 1898, les Allemands occupent le pays jusqu'en 1916 mais n'apportent pas de changements sociaux, si ce n'est la sécurité à l'intérieur de ces frontières anciennement caractérisées par des affrontements intertribaux. La présence de l'Église catholique au Rwanda en 1900 n'est pas sans conséquences socioculturelles. L'Église introduit en effet des mutations culturelles tout d'abord par l'enseignement religieux, ensuite par une éducation fondée sur l'apprentissage de l'écriture et de la lecture dans les écoles primaires, celui des sciences dans les écoles secondaires. À cela s'ajoutent les petits séminaires de Kabegayi, de Nyundo et le grand séminaire de Nyakibanda. Les Belges remplacent les Allemands en 1916 et travaillent dans la complicité avec l'Église. Leur présence, en tant que pays de tutelle auquel les Nations Unies avaient confié le Rwanda, s'étend de 1916 à 1962, année de l'indépendance du Rwanda. Pendant la présence belge, le pays connaît des réformes administratives et agraires. Un seul groupe social, celui des Tutsis, est pris en compte au détriment des deux autres par l'autorité administrante belge et l'Église catholique.
Ces deux acteurs favorisent ouvertement le régime en place. Par ailleurs, l'Église va faire des volte-face en 1953 en faveur de la justice sociale. En 1957, le pays entre dans une compétition où les élites Tutsi et Hutus s'affrontent explicitement pour le pouvoir à travers des documents appelés « Mis au point pour les royalistes Tutsi » et le Manifeste des Bahutus pour les républicains progressistes Hutus. Le pays connaît une révolution sociale en 1959, où la majorité Hutu prend démocratiquement le pouvoir par le référendum du 25 septembre 1961 sous l'égide de l'Église catholique et de l'administration belge. La démocratie est instaurée, mais certains royalistes Tutsis préfèrent prendre le chemin de l'exil. Ils reviendront fortement armés pour reconquérir le pouvoir le 1er octobre 1990. Cette conquête se fera au prix du sang massivement versé par les belligérants Hutus et Tutsis, en 1994. L'aboutissement malheureux de leur haine séculaire. Section 4. METHODOLOGIE de la recherche. Dans cette recherche, la méthode semi-directive a été privilégiée. En effet, il est important pour des enquêtes qualitatives de cibler des individus ayant une connaissance du sujet qui permettent d'interagir avec l'enquêteur. Ce dernier peut les guider et faciliter l'expression orale, et s'il le faut, reformuler la question de façon à ce qu'elle soit mieux comprise. Dans le cas présent, la recherche ayant été conduite au Kenya, il a été important, si ce n'est obligatoire, de rencontrer les personnes cibles une semaine à l'avance afin de les mettre en confiance puisque certaines d'entre elles pouvaient croire qu'il s'agissait d'un travail de journalisme. Cette pré-enquête consista à expliquer le domaine de la recherche, son objet et le contenu du questionnaire. Un modus vivendi de dialogue fut choisi afin d'échanger en toute confidentialité. Le dictaphone n'a pas été accepté, pourtant il m'aurait permis a posteriori de retranscrire plus fidèlement les entretiens. Il m'a même fallu convier parfois les personnes interrogées à partager un verre après l'entretien. Sans cette relation conviviale typique des Rwandais, je risquais de rater un entretien. La sociologie, l'économie, l'anthropologie et dans la moindre mesure, l'histoire ont été sollicités pour l'écriture de ce travail de recherche. Cependant, l'anthropologie et la sociologie occupent une place essentielle dans la méthodologie de celle-ci. Selon Raymond Boudon et François Bourriquot, la sociologie ne procède d'actions que de quelques personnes ou de nombreux individus séparés. C'est pourquoi, elle se doit d'adopter des méthodes strictement individualistes. Dans cette perspective, ont été privilégiées les méthodes de la sociologie et de l'anthropologie car elles nécessitent une mise en confiance et une qualité de rapport humain qui sont des appuis prépondérants pour ce type de recherche. L'anthropologie a facilité l'étude de l'économie informelle du Kenya. J'y ai vécu au milieu d'individus inconnus avec qui il m'a fallu apprendre à communiquer dans la langue locale, le swahili. Il a parfois été opportun de manger et de boire avec eux, afin d'instaurer des rapports de confiance. La recherche anthropologique classique mettant l'accent sur l'étude des communautés, l'immersion dans la vie locale, est essentielle pour espérer vivre la réalité d'une communauté que l'on souhaite analyser. Le contenu de ces méthodes s'est modifié afin de répondre aux nouvelles préoccupations des anthropologues en élargissant leur intérêt pour les petites communautés isolées dans le temps et l'espace, vers la prise en compte d'un contexte plus régional, national voire global des phénomènes locaux. C'est pourquoi les enquêtes menées au Kenya constituent un bel exemple de recherche anthropologique dans le secteur informel. En effet, ce pays fait partie de la région des Grands Lacs en Afrique tout comme le Rwanda. La ressemblance de leur communauté a contribué à la simplification des contraintes qu'un ressortissant d'un pays lointain allait rencontrer. 4.1. SCHEMA de la recherche. La recherche fondamentale s'est attachée à deux catégories de personnes. Elle eut tout d'abord pour objet l'identification de Rwandais, anciens fonctionnaires de l'État ou de sociétés privées ou mixtes, ayant travaillé avant la tragédie rwandaise de 1994. Ces personnalités devaient être âgées de 50 ans ou plus. Le principal critère était qu'elles aient vécu la pré-indépendance et la post-indépendance du Rwanda. Ceci rendait l'entretien beaucoup plus fructueux dans la mesure où chacun de mes interlocuteurs avait vécu l'une ou l'autre des situations sur lesquelles portait l'enquête, comme l'exclusion sociale ou l'exploitation de l'homme par exemple.
Puis elle considéra une autre catégorie de personnes interrogées, des nationaux kényans. Ceux-ci devaient répondre aux questions relatives au secteur informel tel qu'il est vécu au Kenya. Cependant, toute recherche exigeant une autorisation du ministère de la Recherche scientifique dont l'octroi nécessite 2 mois, l'Université catholique, qui m'avait accueilli, n'a pu obtenir cette autorisation dans les délais requis. C'est pourquoi, il a été préférable de faire une observation participante sur des chantiers où opèrent les économies informelles, afin de collecter des informations de façon non officielle. Grâce aux recherches dans la bibliothèque de l'Université catholique, j'ai pu aussi obtenir de riches informations dans le domaine du secteur informel kényan. La traduction des informations reçues en langue locale a été le seul problème rencontré. Il était prudent de s'adjoindre, en lui payant des prestations, le concours d'un étudiant ayant cette autorisation ministérielle. 4.2. INTERET de la recherche. La recherche de terrain vient compléter la recherche théorique, afin de valider l'hypothèse principale de recherche et les hypothèses afférentes. Le travail théorique et le travail de terrain ont des enjeux convergents, permettre de répondre à la question principale de manière univoque. Cette recherche s'oriente vers l'analyse des causes qui ont empêché de mettre fin à la haine qui divise les Rwandais depuis des siècles. Cette haine trouve sa traduction dans le clivage ethnique tout imbibé de règles implicites, qu'il fallait identifier et énoncer dans l'étude théorique au début de chaque chapitre. L'objectif de la recherche de terrain était aussi d'identifier, à travers les interlocuteurs rencontrés, les remèdes capables de guérir toutes les conséquences négatives de la haine sur les 3 composantes ethniques rwandaises. Ainsi, les discussions ont été orientées vers un champ précis de 5 acteurs à savoir les Tutsis en tant que groupe social représentant le pouvoir monarchique, les Allemands en tant que pouvoir colonial, les Belges en tant que pouvoir tutélaire, les missionnaires catholiques en tant que représentants de l'Église et les Hutus en tant que groupe social représentant le pouvoir républicain. Cette étude a pour autre intérêt de proposer des recommandations afin que tous les Rwandais coexistent pacifiquement et puissent bâtir ensemble une nation de concorde pour le bien de tous. Chapitre 2. Travail de terrain ou collecte d'informations. Le travail de terrain m'a permis d'entrer en contact avec les citoyens rwandais et kenyans, sans lesquels la collecte d'informations aurait été difficile. Il fallait que mon choix portât sur un pays non méconnu, autre que le Rwanda, car il m'est interdit d'entrer dans ce dernier à cause de mon statut social. Dans tous les cas, les personnes rencontrées, originaires du Rwanda, ont librement donné leur point de vue sur l'ensemble du questionnaire auquel ils étaient soumis. J'ai voulu procéder d'abord par observation, et mener à bien les démarches me permettant de pénétrer dans une université, où j'avais été étudiant de 1996 à 1997. Il s'agit de l'Université catholique de l'Afrique de l'Est basée à Karen, Nairobi, Kenya. Ainsi, en m'établissant dans la communauté kenyane et rwandaise, je démarrais l'étude empirique et j'entrais alors dans le vif du travail de recherche. Section 1. DELIMITATION du champ d'investigation. Le champ d'investigation a été limité au Kenya, pays des Grands Lacs en Afrique, tout comme le Rwanda. Légèrement plus grand que la France, le Kenya est divisé en 2 régions climatiques. Le nord, semi-désertique et dépeuplé, et le sud pluvieux où se regroupent 80% des habitants, pays séparés en son milieu par l'équateur. La politique économique y repose sur les principes du libéralisme, liberté des prix, des taux d'intérêt et des échanges extérieurs afin d'accroître la compétition intérieure. Cette politique contrôle la masse monétaire, la réduction du déficit budgétaire et limite l'inflation. Enfin, elle met l'accent sur des centres déterminés de production et de commerce appartenant à l'État, à accroître la productivité. Comme au Rwanda, l'économie kenyane souffre de 4 maux: une trop forte natalité, une corruption généralisée, une brutalité politique et enfin une expansion du sida. Le pire de ces maux est sans aucun doute la brutalité politique qui, comme partout en Afrique, prend la forme de rivalités ethniques. Le Kenya, se trouvant dans la même zone que le Rwanda, est ainsi terre d'accueil pour beaucoup de Rwandais demandeurs d'asile politique. Cependant, après les études menées au Kenya, il a été important de réaliser un entretien avec un réfugié rwandais établi à Bruxelles,
appartenant à l'ancienne cour royale. Alors que je devais aussi rencontrer un homme de l'ethnie minoritaire Twa, au Togo du 12 octobre au 6 novembre 04, j'ai appris qu'il s'était établi à Amsterdam aux Pays-Bas. 1.1. Choix de la méthodologieutilise. Les méthodes dites hypothético-déductives et inductives ont été utilisées dans cette recherche. En effet, la méthode hypothético-déductive est considérée comme la plus sérieuse et la plus usuelle en sciences sociales. Elle atteste d'une authentique pensée scientifique. Son principe général consiste en ces paradigmes: construction d'un objet de recherche, élaboration d'une hypothèse, collecte des données et interprétation. Toutefois, dans ce cas précis, conduire une analyse sur un objet d'étude, dont je suis partie intégrante, nécessite aussi d'utiliser une méthode dite inductive puisque l'induction est un processus de pensée qui part de l'observation et conduit vers une hypothèse ou un modèle. L'observation de la fréquence de la violence cyclique au Rwanda et de la permanence des feux de la haine inter-rwandaise m'a donc conduit à supposer qu'il existe une relation entre cette violence, les feux de la haine et les règles implicites de la société rwandaise. Le remède permettant de dépasser ces trois variables résiderait peut-être dans la tolérance et la patience. Finalement, ces deux méthodes de recherche se complètent dans la mesure où elles visent la proposition de solutions aux problèmes posés pour le bien-être social de tous. 1.2. Conditions de la recherche. Dans des conditions normales, la recherche se serait passée au Rwanda. Cependant, mon statut de réfugié politique ne m'a pas permis de m'y rendre puisque dans la Convention des Nations Unies, tout réfugié peut se rendre dans tous les pays sauf son pays d'origine. C'est pourquoi je devais me contenter d'un pays tiers où se trouvent des familles rwandaises, en l'occurrence le Kenya. Ce pays m'est familier pour y avoir vécu. Je parle également un peu le swahili, une langue relativement commune aux quelques pays de la sous-région. De même, la connaissance de l'anglais a été un atout dans un pays où plusieurs dialectes sont parlés. Toutefois, je n'ai pu organiser des entretiens sans rencontrer d'impondérables concernant les lieux et les moments de rendez-vous. Par exemple, dans les familles, l'arrivée de visiteurs interrompt l'entretien. Dans les lieux publics, certains peuvent penser que l'on constitue une organisation de malfaiteurs, etc. Il aurait été plus simple de travailler chez moi, mais personne ne souhaitait quitter son quartier et faire 10 à 20 kilomètres pour me rencontrer. J'ai dû me résigner aux conditions circonstancielles, voire ajourner plusieurs entretiens déjà amorcés. La grande partie de mes enquêtes a été réalisée dans des bistrots aux heures creuses. Quand les gens commençaient à affluer, j'étais amené à abréger l'entretien. I3. Les choix du champ d'investigation. Le choix du travail de terrain a été motivé par le fait que, pendant mon séjour de 3 ans au Kenya de 1995 à 1997, j'avais observé le secteur informel dit Jua Kali, et j'avais constaté qu'il jouait un rôle essentiel dans le domaine de l'emploi. Sa particularité résidait dans le fait que les acteurs du secteur informel kényan agissaient de manière dispersée, alors que leurs pairs rwandais avaient été regroupés à Gakinjiro, Kigali pour dynamiser leur production et avoir ainsi accès au crédit bancaire. J'avais cependant remarqué que les difficultés rencontrées par les deux entités étaient assez proches, notamment sur le plan financier, dans leur effort pour mieux assurer la pérennité de leurs activités. Le mode de vie, la pauvreté et la façon de lutter pour la survie sont similaires. La seule différence entre ces deux communautés réside dans leur passé historique propre. En effet, l'un a été influencé par la domination anglaise tandis que l'autre l'a été par l'occupation allemande et par la tutelle belge. Le Kenya, en tant que pays émerge, a des atouts pour séduire un chercheur qui s'interroge sur un secteur informel où plusieurs tribus coexistent sans problème. En effet, contrairement au Rwanda qui ne compte que 3 composantes ethniques, le Kenya compte parmi les pays aux ethnies les plus diversifiées. De plus, les frictions y sont quasi inexistantes. Il y a eu quelques cas isolés mais la cohésion semble parfaite entre les Kikuyu majoritaires, les Luo, les Luya, les Kalenjin, les Kamba, les Kissi, les Taïta, les Massaïs, etc. Ainsi, dans ces structures informelles, toutes les tribus se côtoient sans aucune animosité. Une seule différence caractérise les groupes ethniques au Kenya et au Rwanda. Autant chez les Kenyans l'appartenance à une ethnie n'est pas taboue et chacun est fier de la clamer à haute voix,
autant au Rwanda, on la dévoile seulement à voix basse. Section 2. Les catégories des personnes INTER-ROGEES. Le choix des personnes interrogées m'a été dicté par l'exigence de qualité des enquêtes que j'envisageais de faire. La thématique de cette recherche exige des connaissances historiques, économiques, politiques, sociologiques et anthropologiques du Rwanda. C'est pourquoi tous mes interlocuteurs devaient être hautement qualifiés et avoir occupé des fonctions de haut niveau dans l'administration du pays. Ces personnalités représentaient plusieurs catégories professionnelles et avaient une grande expérience dans la gestion de la chose publique au Rwanda. J'ai donc mené des enquêtes qualitatives, c'est-à-dire fondées sur le contenu des entretiens et sur l'observation directe, sur le terrain, de la réalité sociale et sur la combinaison des deux. Connaissant la société rwandaise et l'ayant bien observée de l'intérieur comme de l'extérieur, j'avais dès le projet de cette thèse une approche sociologique voire anthropologique. Je m'attendais aux contraintes que Madame Claudine Herzlich, 2002, décrit en ces termes. Les cas d'un étudiant recueillant des entretiens ou observant sur le terrain sont aussi ceux qui posent avec le plus d'acuité le problème des difficiles relations entre la thèse et la vie. En effet, le thésard se doit de rencontrer longuement et face à face les personnes ou les groupes qu'il souhaite étudier. C'est un moment crucial. Le choix définitif d'une population ou du terrain, l'évaluation de leur pertinence intellectuelle et de leur accessibilité pratique, les démarches préparatoires de prise de contact sont toujours délicats. J'ai répertorié les personnes rencontrées dans le tableau suivant. Tableau numéro 1. Taille de l'ECHANTILLON. 2.1. Traitement et INTERPRETATION, des données. Le but du traitement et de l'interprétation des données est de constater si les informations recueillies correspondent aux hypothèses de départ ou non. C'est donc dans l'écart entre les résultats et les effets attendus que se trouve l'information essentielle. Afin d'être plus pragmatique, il me paraît nécessaire de rappeler le fil conducteur de cette recherche. Il me permettra de tester les hypothèses considérées comme des réponses anticipées, en concordance avec lui. Rappel de la question centrale et de l'hypothèse principale de recherche. Question centrale. Pourquoi et comment le pouvoir monarchique au Rwanda, de 1898 à 1959, le pouvoir colonial allemand, de 1898 à 1916, le pouvoir tutélaire belge, de 1916 à 1962, Église catholique, de 1900 à 1994, et le pouvoir républicain de 1962 à 1994, ont-ils abouti à des règles implicites et à des arrangements stratégiques afférents ainsi qu'à une économie informelle de survie, bâtissant de la sorte un pays socialement et économiquement non viable où haine et conflits interethniques ont prévalu au point d'entraîner la tragédie de 1994 ? Hypothèse principale de recherche. Le pouvoir monarchique Tutsi était régi par un code ésotérique, Ubwiru, assorti de règles implicites, et n'avait pas d'optique de développement socio-économique. En effet, avant l'arrivée des Occidentaux, le mode de gouvernement était archaïque et la division interethnique arrangeait les Tutsis. Le pouvoir colonial allemand et la tutelle belge n'avaient pas pour mission le développement économique et avaient plutôt intérêt à maintenir la situation inchangée pour mieux s'organiser. L'Église catholique s'était d'abord affiliée au régime monarchique pour mieux asseoir son influence. Ensuite, elle a fait volte-face en faveur de la justice sociale en 1953, tandis que le pouvoir républicain Hutu était tombé dans l'exclusivisme comme le pouvoir monarchique précédent. Reposant sur des règles officielles issues de la colonisation allemande et de la tutelle belge, les stratégies des uns et des autres ont abouti à des règles implicites qui ont modifié le système. Parallèlement, subsistait le système traditionnel régulant les acteurs locaux, favorisé par l'isolement d'un habitat dispersé dans les 1000 collines. Ainsi donc, les pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas visé l'intérêt général. Ceci a eu d'abord, pour conséquence, un conflit de pouvoir entre les deux composantes ethniques, Hutu et Tutsi, jusqu'aux changements sociopolitiques de 1959 à 1961. Ces changements ont ensuite poussé à l'exode certains Tutsis, qui ont alors mis en place des stratégies et des ressources tant matérielles qu'humaines pour reprendre le pouvoir.
Leur mobilisation a conduit à la guerre du 1er octobre 1990 et à la tragédie qui débuta dès avril 1994. 2. Analyse THEMATIQUE de contenu et DEPOUILLEMENT NQUETES. Dans la méthodologie adoptée pour la réalisation de cette thèse, j'ai procédé étape par étape, et j'ai pensé attribuer à chaque chapitre une hypothèse secondaire déclinée à partir de l'hypothèse principale. Cette méthode m'a permis de mieux organiser mon travail de recherche puisque à chaque chapitre et son hypothèse secondaire correspond une thématique sur laquelle j'ai élaboré une problématique pour la valider. Thématique 1. Politique, cognition et hiérarchisation des classes sociales à base ethnique au Rwanda pendant l'époque de la monarchie de 1898 à 1959. Question 1. Selon vous, l'appartenance ethnique, les représentations mentales et le mépris des uns envers les autres ont-ils contribué aux mauvaises relations Hutu-Tutsi de 1898 à 1959 ? Pourquoi ? Le répondant A considère qu'il n'existait pas d'harmonie entre la population rwandaise constituée de 3 ethnies, c'est-à-dire Hutu, Tutsi et Twa. Leur relation, ajoute-t-il, était malheureusement basée sur l'exploitation des Hutus par les Tutsis. À la venue des Blancs, la situation a été exacerbée par l'instauration de la pratique d'ikiboko, fouet, humiliation infligée aux Hutus par les Tutsis au service des Blancs. Celle-ci a dû renforcer la haine préexistante entre Hutus et Tutsis. L'Église, de son côté, a favorisé les Tutsis parce qu'elle devait gagner la confiance de la classe dirigeante à tout prix. L'interlocuteur B estime que les Blancs ont renforcé le sentiment de suprématie Tutsi. Le comportement des Blancs a conduit à l'exacerbation de l'opposition entre les deux groupes ethniques rwandais. L'acteur C fait remarquer que les Blancs ont renforcé le pouvoir monarchique, ce qui a causé la rupture entre les deux groupes ethniques, Hutu et Tutsi. Les deux groupes, poursuit-il, n'étaient liés que par une relation d'exploitation. Pour l'acteur D, les Occidentaux ont favorisé la classe dirigeante, en l'occurrence les Tutsis. La conséquence a été la détérioration des relations déjà précaires entre les deux composantes ethniques rwandaises. L'acteur E stipule que la haine entre Hutu et Tutsi, au Rwanda, aurait pour origine les conquêtes et razzias des régions peuplées par les Hutus avant la colonisation, et les faveurs octroyées aux jeunes Tutsis par l'administration tutélaire belge tant dans les écoles qu'au niveau administratif. L'interlocuteur F considère que l'arrivée des Blancs n'a rien changé. Avec le recensement, poursuit-il, on a voulu connaître la population rwandaise en termes ethniques. Mais ces ethnies préexistaient et étaient déjà divisées, puisque les vocables Hutu et Tutsi ont été retrouvés dans ce pays par les Blancs et désignaient les classes supérieures et inférieures. Selon l'acteur G, l'appartenance ethnique n'a pas eu beaucoup d'influence entre les ethnies au Rwanda. Les riches, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, ont toujours eu un comportement hautain envers les pauvres des deux groupes ethniques opposés. Cependant, les méthodes oppressives, longtemps entretenues par les détenteurs du pouvoir, ont été à l'origine des divisions ethniques. La supériorité Tutsi par rapport aux Hutus n'est que le reflet d'une situation politique qui a caractérisé l'époque. Pour l'acteur H, les Blancs ont continué à travailler avec la classe dirigeante Tutsi en la favorisant que ce soit dans les écoles ou dans l'administration. L'acteur I rappelle qu'à l'arrivée des Pères Blancs au Rwanda, il existait déjà des classes sociales. À cette époque, dit-il, il y avait des ayants en termes de vaches et d'autres qui n'en avaient pas. La perception des différences entre Hutu et Tutsi était donc fondée sur avoir de la vache. Le servage, pour arriver à posséder la vache ou les terres, a contribué à la hiérarchisation des classes sociales au Rwanda. Les gens étaient différenciés de par leur appartenance ethnique et l'on pouvait parler des Ubwake, servages où les uns devaient être à la merci des autres. L'acteur J affirme que la hiérarchisation des classes sociales au Rwanda a été un fait réel puisque, dit-il, les uns Tutsis sont venus en tant que conquérants et ont évincé les autochtones Hutus du pays. Ils leur ont pris les terres, se sont substitués aux autorités localement reconnues, détrônant ainsi les chefs patriarcaux Hutus, tuant leur roi jusqu'en 1926. La hiérarchie Tutsi s'est donc emparée des biens des Hutus et a assujetti ces derniers. Les Tutsis ont placé les Hutus sous leurs ordres.
Le monarque avait le droit de vie ou de mort sur les Hutus devenus alors sujets, le conquérant et le conquis ne pouvant dès lors s'entendre. Ceux qui voulaient se révolter ont été matés et pendus. Les Hutus ont ainsi été contraints de travailler 2 jours sur 5 pour les Tutsis. Ensuite, ceux-ci prirent les terres fertiles des Hutus et les transformèrent en pâturage. Les Hutus ont préféré la soumission à la torture ou à la mort. Les conquérants Tutsis avaient une armée si forte qu'ils attaquaient les pays voisins pour étendre les pâturages de leur élevage. Thématique 2. Le pouvoir allemand au Rwanda de 1898 à 1916 et le contrat implicite de la collaboration avec la monarchie ou la garantie d'un système en place. Le pouvoir belge au Rwanda de 1916 à 1962 et sa collaboration avec la monarchie, ou l'analyse du système d'organisation Tutsi en vue de changement. Question 2. Selon vous, la venue des Occidentaux au Rwanda de 1898 à 1962 a-t-elle contribué aux mutations culturelles? Si oui ou non, comment? L'acteur a dit que le changement a été effectif dès la venue des Occidentaux au Rwanda sur le plan alimentaire, de l'habillement et des croyances. Selon lui, bien que le changement ait eu lieu, l'Européen a exploité l'autochtone et a encouragé des pratiques esclavagistes consistant à chicoter les exploités Hutus. Continuant son exposé, il dit que parmi les changements intervenus, les Rwandais ont compris la réalité, par exemple au sujet de la légende sur la naissance du prince qui naissait des graines de sorgho dans une poignée de main. Les Hutus se sont rendus compte que c'était une histoire imaginée par les Abiru, élitistes de la cour royale détenant les codes ésotériques de la dynastie Tutsi-Nyirinya. Cela n'aurait pas été connu si l'instruction pour tous n'avait été instaurée par l'Église. Cette dernière a en effet aidé les Rwandais Hutus à se reconnaître aussi humains que les autres. L'acteur B estime que le changement a eu lieu au niveau de la pensée, de l'enseignement, de la culture, des pratiques agricoles et des luttes contre les famines. Tout cela a conduit au développement socio-économique. Pour l'acteur C, la venue des Occidentaux a contribué à la soumission des régions non encore soumises et spécialement celles du Nord et du Nord-Ouest. Ils ont renforcé le pouvoir monarchique et les Hutus ont souffert davantage. Quant à l'acteur D, l'institutionnalisation du régime monarchique par les Allemands a introduit des changements puisque la monarchie s'est ouverte au monde extérieur en adoptant d'autres attitudes. Pour l'interlocuteur E, les régions de Gisenyi et de Ruhengeri, dès la venue des Occidentaux, ont été soumises au pouvoir monarchique. L'Église catholique a introduit des changements dans la religion en baptisant le prince et les chefs. Le reste de la population s'est alors converti. Des mutations culturelles se sont opérées. Le changement, intervenu à l'issue de la Révolution sociale de 1959 à 1961, a conduit à la rupture du contrat implicite conclu avec les Allemands et reconduit tacitement par les Belges. On se fouettait avec une matraque spéciale. La chicotte est un fouet spécial belge pour matraquer les nègres insoumis. Elle est faite à partir de peau d'hippopotame et fait atrocement mal à celui qui la reçoit sur les fesses nues. Dans la langue locale, ikiboko était une punition pour tout manquement à la corvée que les Hutus devaient accomplir. Le Hutu en infraction se couchait à plat ventre baissant sa culotte et recevait 8 coups de chicotte. Des responsables Tutsis administraient ces coups aux Hutus, selon le vœu de l'administration indirecte. Cela a aussi contribué à attiser les feux de la haine entre Hutus et Tutsis opposés par le colonisateur. L'acteur F trouve que la venue des Occidentaux a introduit divers changements tels la monnaie qui a remplacé le troc, l'enseignement, les nouveaux objets, etc. Selon lui, il y avait une certaine cohésion sociale parce qu'il n'y avait pas de conflit ouvert à l'échelle nationale. L'autre changement consiste dans la lutte contre les famines. Par ailleurs, la venue des Occidentaux a permis au pouvoir monarchique d'élargir son influence sur tout le pays. Les Occidentaux ont introduit la pratique du recensement. Le système des Ubuek, qui subordonnait certains hommes à ceux qui possédaient la vache, a été remplacé par la monnaie, apportant une nouvelle considération de la représentation des richesses. En peu de mots, il y a eu dévaluation de la vache, changement du bien-être social en raison de l'accession à la scolarité, au centre de santé et en raison de l'évangélisation.
De nouvelles denrées alimentaires ont été introduites telles que le manioc, les pommes de terre, etc. Les Occidentaux ont modifié la hiérarchisation du pouvoir monarchique, le rendant plus flexible et moderne. Ainsi le résident est-il devenu l'autorité suprême au-dessus du roi puisqu'il avait à charge de nommer et révoquer les chefs des districts. L'acteur G trouve, quant à lui, que le changement a bien eu lieu mais il estime qu'il pouvait aussi s'opérer sans la présence des Occidentaux. Pour l'interlocuteur H, la venue des Occidentaux a apporté un changement dans le domaine religieux. Les gens se sont fait baptiser, abandonnant leur religion traditionnelle. Les Occidentaux ont contribué à l'éducation des gens, grâce à la scolarisation. Les Belges ont introduit une réforme agraire, visant à protéger l'agriculteur Hutu contre la spoliation de ses propriétés par les éleveurs Tutsis. Avec les écoles ménagères, ils ont favorisé la promotion de la femme rwandaise. L'acteur I trouve qu'il y a eu des différences entre les missionnaires et les colonisateurs qui ont accepté la structure en place pour gouverner le pays. Cela a certainement contribué à l'évolution de la société rwandaise. L'annonce de l'Évangile a aussi contribué à modifier la culture et la conception traditionnelle de la société de ce pays, grâce aux anthropologues et sociologues présents parmi les missionnaires. La religion traditionnelle s'est trouvée modifiée également de telle sorte qu'en 1950, la structure sociale fut remise en question par les Hutus influencés par de telles visions extérieures. Les écoles ont contribué à l'organisation sociale. Au début, ce n'était pas à l'Église d'introduire le changement. Par exemple, le père Brard ayant fait une première mission au Rwanda pendant laquelle il avait pris parti pour les pauvres contre leur exclusion, n'a pas eu le soutien total des pères blancs. Il a dû rester en France, où il était parti en vacances car ses confrères pères blancs ne supportaient pas son engagement vis-à-vis des plus démunis. Donc, la mission des pères blancs devait agir pour son profit afin d'atteindre la masse selon la théorie du cardinal Lavigerie. Baptiser les chefs et la masse suivra. En fait, poursuit l'acteur I, il ne faut pas comparer l'époque de 1920 à celle de 1950 car après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a eu une autre façon d'envisager les pauvres et ceux-ci ont été globalement pris en considération. Ce courant de l'après-guerre, où l'Europe comptait de nombreux pauvres, a certainement influencé la vision des choses au Rwanda en particulier et en Afrique en général. L'acteur J souligne le fait que les Allemands s'étaient mis d'accord avec le Mwami, le roi. Ils pouvaient s'installer à condition de mater les insurrections au nord et au Jisaka à l'est. Quant aux Belges, ils ont opéré des réformes tout en suivant la ligne de conduite des Allemands qui ont déposé les anciens rois Hutus du nord, du Bukunzi et du Buzozo à Cyangugu, au sud-ouest du Rwanda. Les Tutsis se sont entendus avec les Allemands pour déposer les patriarches Hutus qui pourtant reconnaissaient le pouvoir monarchique des Tutsis en payant le tribut annuel à la cour royale. Cette action de déposer les chefs Hutus et de nommer les chefs Tutsis a permis à ces derniers de se substituer aux premiers, mécontentant ainsi les Hutus vis-à-vis des Tutsis et des colonisateurs. D'autres mutations consistent en la création des écoles pour les enfants des chefs. Ceci traduit la façon dont les Belges ont encouragé l'instruction seule des enfants privilégiés des chefs au détriment des enfants d'autres souches sociales. Poursuivant son exposé, l'acteur J ajoute qu'en plus de la création d'une école à Nyanza, cité royale, et à Ruhengeri plus tard en 1934, le groupe scolaire d'Astrida, actuel Butare, fut créé devenant la pépinière des enfants Tutsis. Pour ce faire, il y eut un accord entre les Belges et les missionnaires en 1925, attribuant la gestion des écoles à ces derniers. Les missionnaires suivaient donc la ligne de conduite des colonisateurs. Par contre, les petits séminaires et le grand séminaire pouvaient accueillir des Hutus et des Tutsis désireux d'embrasser la carrière religieuse. Cependant, certains Hutus préféreront renoncer et dénoncer à haute voix la discrimination à laquelle la masse sociale majoritairement Hutu était soumise. Ils seront les pionniers de la révolution sociale de 1959 à 1961. La venue des Occidentaux au Rwanda a transformé la société rwandaise, sa culture, sa vision des choses. Thématique 3. Le rôle de l'Église catholique dans la division ethnique et le changement social. Question 3. L'Église catholique a-t-elle, selon vous, joué un rôle partial ou impartial dans la vie sociale rwandaise de 1900 à 1994 ? L'acteur A pense qu'il n'y avait pas eu de discrimination
en ce qui concerne le recrutement des fidèles. Cependant, la discrimination ethnique était criante dans les écoles où les Tutsis étaient recrutés en grand nombre et affectés dans des domaines à vocation administrative afin de relayer la classe dirigeante en place. Par ailleurs, la priorité dans ces écoles revenait de facto aux enfants des seigneurs et chefs Tutsis. À cette question, l'acteur B répond oui et non. Oui, d'une part, parce que l'Église a tout d'abord voulu recruter des chrétiens tout en amadouant le pouvoir en place. Ainsi, les missionnaires ont construit des écoles à vocation administrative uniquement pour les Tutsis. Les Hutus étaient seulement admis dans les écoles de moniteurs et dans l'enseignement du catéchisme. Non, d'autre part, parce qu'à un moment donné, l'Église a constaté que les Tutsis occupaient tous les niveaux de l'échelle sociale. Elle a alors commencé à prêcher le partage du pouvoir. Pour pallier cet état de fait, elle a commencé à admettre beaucoup de Hutus dans les séminaires. Pour l'acteur C, l'Église catholique a joué un rôle important dans la division ethnique en favorisant les Tutsis dans les écoles et dans l'administration. Cependant, peu après, les missionnaires ont opté en faveur de l'égalité et de l'équité. Ils ont ainsi commencé à admettre les Hutus dans les écoles de moniteurs et dans les séminaires. L'Église a convaincu le roi de la nécessité de l'abolition de la pratique de l'Ubuake et d'Aibai-Kingi, sorte de servage basé sur la vache et sur la propriété terrienne. L'Église a aussi sensibilisé les gens sur l'utilité d'être soi-même, ou de ne pas dissimuler. L'acteur D trouve que l'Église s'est appuyée sur la noblesse et ainsi, a institutionnalisé le féodalisme des Tutsis, avec des nuances cependant, parce que les premiers prêtres étaient Hutus. Il dit que quand on considère les actions que l'Église a menées, on s'aperçoit que son rôle est mixte. Tout ce que l'Église a fait n'était en quelque sorte que stratégique. Il s'agissait de gagner de l'influence sans brusquer l'autorité Tutsi. Quant à l'éducation, l'acteur D pense que l'Église n'a pas rusé et que l'administration belge a tout simplement négligé l'éducation collective sans distinction aucune d'appartenance ethnique. L'acteur E croit que, jusqu'en 1994, l'Église catholique a été impartiale parce qu'elle a d'abord favorisé les Tutsis, puis elle a reconsidéré son alliance en aidant les Hutus à se libérer. Donc, les deux groupes ethniques rwandais ont bénéficié de l'action de l'Église mais à des époques différentes. Cependant, seules les faveurs envers les Tutsis étaient officielles par leur présence dans des écoles sélectionnées pour eux, par exemple à Indatwa où seuls les enfants des chefs étaient accueillis. L'acteur F est convaincu que l'Église catholique a été un grand agent du changement au Rwanda. Elle a réorganisé les croyances, excluant brutalement les anciennes croyances dites païennes. Elle a été à l'origine de l'enseignement, des centres de santé, de la justice sociale, des valeurs humaines qui ont conduit au bien-être et ont inspiré la révolution sociale de 1959 à 1961. Cependant, elle a, par ses alliances avec les Tutsis puis avec les Hutus, favorisé les clivages ethniques. L'alliance initiale avec la monarchie était peut-être stratégique, dans la mesure où les missionnaires, après leur installation, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.